Je m'appelle Édith, j'ai 71 ans et je suis en vie aujourd'hui parce que l'instinct de mon mari était meilleur que ma cécité. Walter est mort un mardi en octobre, 38 ans de mariage. C'était un électricien à la retraite, le genre d'homme qui pouvait réparer n'importe quoi dans cette maison avec ses mains et sa boîte à outils qu'il gardait au garage. Quand il est tombé malade, je pensais qu'on avait du temps. Je pensais qu'on avait d'autres années. Je pensais à beaucoup de choses qui se sont avérées être fausses. La première année après la mort de quelqu'un, c'est un mensonge. Les gens vous disent que c'est plus facile, mais ce qui se passe vraiment, c'est que vous devenez très doué pour faire semblant. Vous apprenez à sourire quand les gens vous demandent comment vous allez. Vous trouvez comment faire à manger pour une personne. Vous vous habituez à un lit trop grand. J'ai fait tout ça. Et puis mon fils David est venu me voir avec une solution. David avait 34 ans. Il était marié à Thérèse depuis 5 ans. Et pendant ce temps, j'avais remarqué des choses que j'aurais probablement dû dire tout haut au lieu de simplement y penser dans ma tête. Thérèse marchait dans ma maison comme si elle comptait les pièces, pas comme si elle les visitait. Ses yeux se déplaçaient d'une façon qui ne correspondait pas à la façon dont les yeux d'une belle fille devraient se déplacer. Mais c'était la femme de David, et elle était toujours polie, toujours souriante, toujours à faire des suggestions. « Maman, tu as l'air si fatiguée, » disait-elle, assise à ma table de cuisine, avec une tasse de café qu'elle ne buvait jamais vraiment. « Cette maison doit être si difficile à entretenir toute seule, » offrait-elle, regardant la corniche du plafond. « As-tu pensé à quelque chose de plus petit? Quelque chose de plus facile ?» J'ai honte de dire que ça marchait. J'étais fatiguée. La maison était difficile à entretenir. J'étais seule d'une façon qui n'a de sens que si vous avez passé près de 40 ans avec quelqu'un et puis soudain, ils ne sont plus là. C'est à ce moment que David a parlé du sous-sol. « Maman, dit-il avec précaution, et si tu le louais, ça pourrait aider avec les factures, et tu n'aurais pas à penser à entretenir le reste de la maison toute seule. Peut-être que ça t'aiderait à te sentir moins seule. » Thérèse avait orchestré cette conversation si parfaitement que je n'ai même pas réalisé jusqu'à beaucoup plus tard. Elle avait fait en sorte que David la propose. Elle s'était assurée qu'il soit gentil à ce sujet. Elle s'était assurée que je sente que c'était mon idée, ou du moins mon choix. Au moment où Jacques Dubois a emménagé, je croyais vraiment que je voulais ça. Jacques était discret. C'était la première chose que j'ai remarquée chez lui. Il a emménagé à l'appartement du sous-sol. On avait un sous-sol aménagé avec une entrée séparée. Et pendant 8 mois, j'ai à peine entendu parler de lui. Il partait et revenait à des heures étranges. Tôt le matin, tard le soir. C'était un consultant, m'avait dit Thérèse. Il voyageait beaucoup pour le travail. Ça expliquait l'horaire. Thérèse s'occupait de tout. Elle lui a montré l'appartement, elle a rédigé le contrat, elle collectait les 850 € chaque mois. Elle m'a dit que le comptable de David disait que c'était plus facile si elle gérait la location. Elle s'occuperait de tout et ça m'aiderait. Je ne l'ai jamais remis en question. J'avais 70 ans et j'étais fatiguée et en deuil. Et on m'avait enseigné toute ma vie à ne pas poser de questions indiscrètes sur l'argent ou les arrangements des autres. L'homme en bas est devenu comme un meuble. J'entendais occasionnellement des pas. Une fois, je l'ai entendu au téléphone à 2 heures du matin. Il semblait être une personne assez gentille, aux rares occasions où je le rencontrais. Poli, oubliable, le genre de personne qu'on croise à la boîte aux lettres et qu'on oublie 3 secondes plus tard. Mais tout le reste dans ma vie devenait plus clair, plus net, mauvais. Thérèse venait plus souvent. Elle avait commencé à avoir des conversations avec David qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. La maison avait de nouvelles serrures. Pour la sécurité, disait-elle. Quand j'ai demandé où allait l'argent du loyer du sous-sol, elle et David ont échangé un regard et m'ont dit que c'était mis de côté pour les urgences. Mon compte d'urgence, très prévenant. Elle a commencé à parler de la maison ayant besoin de travaux, des travaux coûteux,
Réparation du toit, problème de fondation. Un entrepreneur est venu et soudain le prix pour garder la maison debout était de 45 000 €. Je n'avais pas 45 000 €. J'avais ma pension et des économies. J'avais cette maison. J'avais des souvenirs dans ces murs et je ne pouvais pas les laisser. Puis Thérèse a suggéré la communauté pour les personnes âgées. Juste une visite, disait-elle. David s'inquiétait pour moi d'être seule. Elle avait vu cet endroit magnifique, très sécurisé, très actif pour quelqu'un de mon âge. Nous sommes allés dîner une fois et 2 fois. C'est à ce moment que je l'ai vu écrire l'adresse et la montrer à David. Mais avant les visites à la communauté, avant que les derniers morceaux s'assemblent, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était un matin comme n'importe quel autre matin. Je buvais un café dans ma cuisine, assise dans la chaise exacte où Walter avait l'habitude de s'asseoir. Le coup était fort, pas frénétique, mais délibéré. J'ai ouvert la porte et il y avait un homme que j'avais vu une 12aine de fois aller et venir de mon sous-sol. Il tenait quelque chose à la main. « Madame Édith Dubois », dit-il, et je me souviens de penser comme c'était étrange qu'il utilise mon nom complet. « Je m'appelle Jacques Dubois. Je dois que tu viennes avec moi tout de suite. Ne dis à personne. Ne fais pas de valise. Viens maintenant. » Il a ouvert sa main et il y avait un badge, un permis d'enquêteur privé. Mon cœur, qui battait normalement une seconde avant, semblait s'arrêter puis recommencer à un rythme différent. Un rythme qui signifiait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Il m'a mené à une camionnette garée dans la rue. Je ne me souviens pas d'avoir consciemment décidé de lui faire confiance, mais j'y suis montée. Je pense que c'était la façon dont il avait dit mon nom, comme s'il savait quelque chose sur moi, comme s'il me sauvait de quelque chose que je n'avais même pas identifié comme du danger. On a roulé jusqu'à une unité de stockage de l'autre côté de la ville. Jacques a ouvert la porte et j'ai marché dans un monde qui n'avait pas de sens, jusqu'à ce qu'il fasse un sens horrible et parfait. Le mur était couvert de photographies, de documents, de coupures de journaux. Au centre de tout ça se trouvait le visage de Thérèse. Mais dans certaines photos, ses cheveux étaient différents, son nom était différent. Je l'ai vu écrit de différentes mains, à travers différents articles, sur une période de 8 ans. Elle a utilisé au moins 7 faux noms, dit Jacques tranquillement. Sa voix était celle de quelqu'un qui avait appris quelque chose de terrible et qui devait le dire à quelqu'un. Elle a un système. Elle rencontre des hommes qui sont récemment divorcés ou veufs, des hommes avec des propriétés, de l'argent. Elle les épouse vite. Une fois mariée, elle se concentre sur la mère ou la belle-mère. Elle les isole. Elle convainc le fils que la mère a des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire. Elle obtient une procuration sur leurs finances. Puis, et je veux que vous compreniez à quel point c'est sérieux, Madame Dubois, puis elle orchestre une situation où la mère a un accident, ou décline rapidement, ou devient incapable de prendre des décisions. Je tremblais. Je ne me souviens pas de m'être assise, mais j'étais assise. Il y en avait 2 autres avant vous, continua Jacques. 2 autres mères. Suzanne Mercier à Nice, Marguerite Petit à Marseille. Toutes les 2 des veuves avec des propriétés et une pension. Toutes les 2 avaient des fils qui se sont mariés avec des femmes qui semblaient parfaites. Les 2 femmes sont mortes, Madame Dubois. Dans les 18 mois suivant l'arrivée de leur nouvelle belle-fille dans leur vie, elles étaient mortes. Déclarées accident ou cause naturelle, mais mortes. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Votre mari est venu me voir 3 mois avant sa mort, dit Jacques. Il a dit quelque chose à propos de la nouvelle petite amie qui ne lui semblait pas bien. Il voulait que je fasse une enquête. Il voulait savoir si ses instincts étaient corrects. Il m'a payé pour observer, pour recueillir des preuves, pour attendre. Et j'ai fait. J'ai observé depuis votre sous-sol pendant 8 mois parce que votre mari avait peur que quelque chose ne soit très, très mal. Walter, mon Walter, qui était censé être parti, me protégeait toujours. « Il t'a engagé ?» ai-je réussi à chuchoter. « Il l'a fait.
et il m'a fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je continuerais à observer. Il avait un pressentiment, et il croyait en ce pressentiment assez pour engager un enquêteur privé et lui dire de regarder sa femme, pas son fils, sa femme. Tout a cliqué. Le locataire du sous-sol qui n'était jamais vraiment un locataire, l'homme discret qui partait tôt et rentrait tard, l'unité de stockage pleine de documentation sur une femme qui portait le visage de ma belle-fille, mais le portait comme un masque. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Tout, » dit Jacques. « Votre maison vaut environ 600 000 €. Votre pension est d'environ 3 500 € par mois. Vous avez des économies. Votre fils a un bon travail et possède une propriété. Mais vous êtes la vulnérable. Thérèse était à quelques semaines de vous faire placer dans une maison de retraite. Une évaluation psychiatrique gériatrique avait été programmée. Une fois que vous auriez été médicalement déclarée incompétente, elle aurait un accès complet à vos actifs et à votre maison. Votre fils ne pourrait rien faire pour l'arrêter. Les papiers étaient déjà en cours de préparation. Il m'a montré le dossier. Il m'a montré tout. Il m'a montré des photos de Suzanne Mercier et de Marguerite Petit, 2 femmes que je n'avais jamais rencontrées, mais qui auraient pu être moi. Il m'a montré des relevés bancaires de comptes que Thérèse avait ouverts en leur nom. Il m'a montré des dossiers médicaux qui avaient été altérés. Il m'a montré la façon méthodique, soigneuse et patiente dont Thérèse avait démantelé la vie de 2 femmes et avait disparu avec leurs héritages. Et il m'a montré la preuve que Walter avait laissée derrière, les notes qu'il avait prises, les photographies qu'il avait demandé à Jacques de prendre, le schéma qu'il avait reconnu dans la façon dont Thérèse regardait sa maison, sa femme, sa vie. « Je suis déjà allé à la police, » dit Jacques. « Ils obtiennent un mandat. Ils vont l'arrêter aujourd'hui. Ce qu'elle a fait, fraude, maltraitance des personnes âgées, crimes financiers s'étendant sur plusieurs États, peut-être plus que ça va prendre des années à démêler. Mais elle ne va pas blesser quelqu'un d'autre, pas sous notre surveillance, et pas dans ta maison. » Thérèse a été arrêtée avant le dîner ce jour-là. La police est venue à la maison avec un mandat, tandis qu'elle était à la cuisine en train de préparer le dîner. David a regardé le visage de sa femme passer de la confusion à la peur, à quelque chose de plus dur et de plus froid. Il a regardé ses mains être mises en menottes. Il a regardé la vie qu'il pensait avoir s'écrouler de la même façon que la mienne l'avait presque fait. Je suis restée dans ma maison. La maison que Walter a réparée de ses propres mains. La maison qu'il a protégée même de au-delà de la mort. Parce que c'est ce que l'amour est. Ça ne s'arrête pas juste parce que quelqu'un meurt. Ça trouve un chemin. Ça murmure un avertissement à quelqu'un en qui tu as confiance. Ça laisse des traces. Ça engage un enquêteur privé et le paie pour observer depuis ton sous-sol pendant 8 mois. David a emménagé 1 mois plus tard. Il ne pouvait pas rester marié avec quelqu'un qui planifiait de voler la vie et les actifs de sa mère. Il a de bons jours et de mauvais jours. La thérapie aide. C'est aussi le fait que sa mère est toujours là. Toujours en train de faire du café dans la cuisine, toujours en vie dans sa propre maison. Je pense à Walter chaque jour. Je pense au moment où il a senti quelque chose de mal chez Thérèse et n'a pas écarté ça comme de la paranoïa ou de la pensée vieux jeu. Je pense au choix qu'il a fait d'agir sur cet instinct, de payer pour des preuves, de me protéger de la tombe. Parfois, les matins tranquilles de mardi, je suis assise dans la chaise où Walter avait l'habitude de s'asseoir et je suis vraiment reconnaissante. Pas pour la peur, pas pour les années à venir que je passerai à comprendre à quel point j'étais proche de tout perdre, mais reconnaissante que la personne que j'aimais le plus avait fait confiance à son cœur quand son cœur lui disait que quelque chose était terriblement mal, parce que cet instinct, ce moment de faire attention à ce que son cœur lui disait, signifiait que j'ai pu continuer à vivre dans ma propre maison. Ça signifiait que mon fils pouvait éventuellement se reconstruire.
Ça signifiait que 2 autres femmes, quelque part là-bas dans le monde, seraient protégées de la même destruction soigneuse, méthodique et patiente que Thérèse spécialisait. L'instinct de Walter a sauvé ma vie. Et parfois, je pense que c'est la chose la plus puissante que l'amour puisse faire.